crois que c'est l'heure de commencer, si je parle trop fort là-dedans. Donc bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux tous les trois de vous accueillir ici cet après-midi. Je vais commencer par me présenter brièvement. Je suis Marion Gaillard, je suis docteur en histoire, spécialiste de la relation franco-allemande et par extension quasi logique, j'allais dire, spécialiste des questions européennes que j'enseigne à Sciences Po Paris. Alors j'ai le plaisir d'être entourée de Christophe Barbier, à ma droite, qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. Bonjour Christophe Barbier. Donc vous êtes journaliste, éditorialiste, vous avez été directeur de la rédaction de l'Express entre 2006 et 2016, et vous êtes chroniqueur sur BFM TV. Et puis à ma gauche, José Maria Martifont, vous êtes journaliste aussi, bonjour, ancien correspondant du journal espagnol El País à Berlin et à Paris, et puis vous connaissez aussi très bien l'Italie, ce qui va nous être très utile dans la suite de la discussion. Alors, vous êtes tous les deux co-auteurs d'un ouvrage très intéressant, très détaillé sur le populisme en Europe, qui s'appelle La Citadelle assiégée, les populismes contre l'Europe, qui est donc au cœur de l'actualité. Bien vu, messieurs, parce que depuis que vous avez écrit le livre, comme on en discutait tout à l'heure, l'actualité vous a donné raison, avec la montée donc des populismes depuis 2017. Tout le monde le sait ici, 2017 a vu d'une part la qualification de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en France, l'arrivée en force de l'AFD, c'est trop fort, l'arrivée en force de l'AFD au Bundestag en Allemagne, et puis aussi, on oublie un peu parfois, l'arrivée en Autriche au pouvoir d'une coalition qui unit la droite conservatrice traditionnelle avec l'extrême droite. En 2018, ça a été le tour de l'Italie, avec l'arrivée au pouvoir d'une coalition qui unit deux partis dits populistes, la Ligue et le mouvement 5 étoiles, qui gouverne donc ce pays depuis le printemps dernier. Un pays qui a été, depuis très longtemps pourtant, un pays extrêmement europhile et qui a joué un rôle assez important dans la construction européenne depuis ses origines. Et puis 2019, l'année prochaine, les élections européennes du mois de mai, qui sont déjà annoncées comme un match entre les partis traditionnels d'un côté et de l'autre ces différents mouvements populistes anti-européens qui vont peut-être bouleverser le fonctionnement du Parlement européen et par là même de l'Union européenne. Alors, ces populismes menacent-ils l'Europe? On va en discuter, mais on peut déjà dire qu'ils la menacent, et ils la menacent dans son essence même, puisqu'ils en contestent le fondement, ils en contestent les valeurs. Alors, on va se demander pendant cette heure ensemble qui sont ces populistes, quelles sont les valeurs qu'ils partagent, mais aussi peut-être qu'est-ce qui les différencie. On en parlera, de ne pas forcément mettre tout le monde dans le même panier du populisme. Quelles sont les causes de leur succès dans les différents pays européens? En quoi l'Europe constitue un bouc émissaire idéal pour ces mouvements? Et enfin, pour finir sur une note un peu plus optimiste, quelles pistes de riposte on peut imaginer pour l'Europe et pour les pro-européens? Alors, ça, c'est les thèmes qu'on a choisi d'évoquer avec vous cet après-midi, et je voudrais qu'on commence peut-être par une définition du populisme, qui est un mot un peu fourre-tout, dans lequel on mêle finalement des partis qui n'ont pas toujours grand-chose à voir les uns les autres. Si on prend la France, on parle de populisme pour le Rassemblement national de Marine Le Pen, mais aussi pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. En Espagne, Podemos par exemple, mais aussi le Fidesz en Hongrie, et Podemos et le Fidesz n'ont pas forcément grand-chose à voir non plus les uns avec les autres. Donc on va essayer d'affiner cette définition, d'autant plus que certains chercheurs commencent à critiquer cette utilisation un peu galvaudée du mot populisme, en expliquant notamment que lorsqu'on accole systématiquement le mot populisme à des partis qui sont en fait des partis xénophobes d'extrême droite, on contribue à les légitimer, à les dédiaboliser et même éventuellement à les détacher du tabou de la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut faire attention avec ce terme. Et donc on va commencer par là, par une définition, puisque ce qui me semble définir les populismes, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est d'abord cette opposition systématique entre le peuple, le vrai peuple, et l'élite. Christophe Barbier. Oui, merci beaucoup. Oui, je crois qu'on est sorti depuis quelques années
de l'usage pratique et fourre-tout du mot populisme pour entrer dans un moment où le populisme se construit vraiment. Il se construit comme idéologie, presque comme philosophie, et il se construit comme force politique ou comme amalgame de forces politiques. C'est ce qui rend l'étude intéressante en ce moment, c'est que l'animal n'est pas encore constitué, mais ce n'est plus simplement une idée en l'air. Il y a quelques années, n'importe qui traitait son voisin de populiste pour le déconsidérer. On confondait d'ailleurs l'accusation de populiste avec l'accusation de démagogue. Était populiste celui qui essayait de faire plaisir à la foule en lui promettant une baisse d'impôts ou une hausse des salaires. Et donc tout le monde l'était, personne ne l'était, et on était tous le populiste de quelqu'un. On est arrivé depuis ce renversement, depuis ce début d'une aventure qui s'appelle la conquête du pouvoir, à avoir un moment constructif du populisme. Alors on peut mettre beaucoup de choses dans la définition et elle est encore une fois en train de s'élaborer, mais en effet, une des dimensions les plus fondamentales, c'est « nous sommes le peuple ». Quand un leader ou un parti populiste dit « le peuple, c'est nous », il ne dit pas seulement qu'il représente le peuple et qu'il se sent proche du peuple et qu'il se met au service du peuple. Il dit que tous les autres ne représentent pas le peuple, ne sont plus le peuple et donc sont autre chose que le peuple, l'élite, les agents de l'étranger, et donc n'étant plus le peuple, ils ne sont plus dignes de le représenter, ils ne sont plus dignes d'exercer le pouvoir, ils sont des usurpateurs. Ça c'est le premier point. Mais ça ne s'adresse pas seulement, quand ils disent « nous sommes le peuple », aux dirigeants, aux élites. Ça s'adresse aussi au reste du peuple, ceux qui ne votent pas encore pour les partis populistes. Si vous êtes des classes populaires, si vous êtes pauvre, si vous êtes en difficulté et que vous ne votez pas pour ces partis, vous vous auto-excluez du peuple. Alors vous êtes soit aveugle, et donc vous devenez les esclaves, volontaires ou non, de ceux qui vous dirigent, que vous croyez être vos représentants et qui en fait sont vos maîtres, vos manipulateurs, ou bien vous êtes les collaborateurs, les complices du pouvoir, les agents du pouvoir. Mais il y a une manière chez les populistes depuis quelques années, en ayant réussi à faire croire qu'ils sont le peuple, que tout électeur qui ne viendrait pas vers eux serait soit l'esclave, soit le complice des élites, des dominants. Et c'est ce qui a donné une force terrible, notamment quand elle est servie par le talent oratoire, tribunicien des leaders, soit sur des tréteaux, soit à la télévision, soit les deux. Quelques exemples récents, mais évidemment, chez nous, Le Pen, père et fille, Mélenchon, Salvini en Italie, et on a vu dans les élections récentes des figures sortir de ce type, la dernière en date étant le jeune leader suédois, mais on pourrait aussi parler des leaders autrichiens ou de Orban. Il y a ce talent, cette puissance oratoire qui permet d'aveugler les gens. Ceux qui sont dedans disent « ça y est, on va y arriver, nous sommes le peuple ». Ceux qui sont en dehors sont culpabilisés. Vous trahissez vos frères en refusant de rejoindre le peuple. Ça, c'est le premier point, à mon avis, fondamental. C'est pour moi la moelle épinière du populisme de cette nouvelle ère, de ce populisme à la conquête du pouvoir, c'est de s'être arrogé le droit de dire « nous sommes le peuple ». Et donc, en redéfinissant le démos, ils vont redéfinir la démocratie. Tous ces mouvements sont démocrates. Il n'y en a aucun qui propose de faire des putschs, de prendre le pouvoir nuitamment avec des épées ou des kalachnikovs. Ils veulent tous y arriver par les formes légales de la démocratie. Tout en expliquant que la démocratie actuelle est une fausse démocratie puisqu'elle n'est pas représentative. Exemple type, Marine Le Pen fait 33% au second tour de la présidentielle et à cause d'un scrutin scélérat, elle n'obtient qu'une poignée de députés à l'Assemblée nationale. Argument arithmétiquement incontestable, politiquement audible, juridiquement pour l'instant contrebalancé. Mais ils veulent remettre en question le kratos, le pouvoir, après avoir redéfini le démos. Et ça, c'est une maturité nouvelle de ces mouvements, c'est de respecter complètement les formes de la démocratie, tout en expliquant qu'il faut la dépasser complètement. Et d'utiliser pour cela les nouvelles formes de démocratie plus fines et plus percutantes que nos démocraties représentatives, à savoir les réseaux sociaux, l'opinion, la démocratie directe, mais aussi pour certains mouvements, la démocratie spontanée, de fait, qui est plus forte parfois que la démocratie représentative. Exemple, avec quelques centaines de camarades, vous occupez un terrain pendant 20 ans,
et vous empêchez la construction d'un aéroport qui a été validé par des votes successifs, par un référendum et par des décisions de justice. La démocratie de terrain, des militants, des associations, est plus forte que la démocratie des notables, des élites qui élisent des conseils départementaux ou qui tient la justice. Et donc on utilise aussi ces nouvelles démocraties vivaces pour chahuter l'organisation du pouvoir. Redéfinir le démos, redéfinir le kratos et dire nous sommes le peuple, ça me semble être le noyau dur de la définition de ce néo-populisme. On peut après additionner toute une série de critères, mais qui sont plus aujourd'hui débattus par les spécialistes. J'en prendrai qu'un, parce qu'il me semble être une coupure intéressante dans la discussion sur les populismes. Certains considèrent, et c'est mon cas, que les populismes, ces néo-populismes, sont tous, de manière ouverte ou cachée, des nationalismes. D'autres considèrent que non, il y a des populismes nationalistes et des populismes qui demeurent internationalistes. Et je pense que cette coupure est intéressante. Deux petits exemples. Si vous regardez actuellement le populisme autrichien et le populisme italien, ils s'entendent très bien. Mais si vous les portez tous les deux au pouvoir, vous pouvez être sûr que pour nourrir leurs troupes, pour encourager encore leurs militants, leur nationalisme va finir par créer un conflit inévitable entre l'Italie et l'Autriche. C'est le Haut Adige, le Alto Adige, une région à majorité autrichienne et juridiquement italienne. Donc vous pouvez vous en rassurer en disant, une fois qu'ils se seront alliés pour détruire l'Europe et qu'ils auront gagné, ils vont s'entre-détruire et les modérés reprendront le pouvoir. On peut aussi s'en inquiéter parce que c'est évidemment facteur de trouble. Il va de soi qu'il y aurait très très vite des conflits entre une Hongrie nationaliste et une Roumanie nationaliste autour de la région de Cluj, qui est roumaine mais magyare. On peut multiplier les exemples à travers l'Europe et notamment à l'Est. Donc si le populisme est un nationalisme, il a en lui le virus qui va à terme autodétruire l'alliance des populistes, mais entre-temps cette alliance aura peut-être fait beaucoup de dégâts. Si vous considérez que le populisme peut être un internationalisme, alors là vous pouvez imaginer que cette alliance, cette internationale des populismes, peut donner demain ou après-demain une nouvelle Europe, ce que Marine Le Pen et quelques autres vont appeler l'Europe des nations. Tous nationalistes, mais aucun belliciste, chacun chez soi, et on se téléphone de temps en temps pour se rencontrer et éviter de se disputer. Donc ça, c'est une césure qui me semble importante dans cette définition à écrire encore du populisme. C'est très important de savoir si c'est un nationalisme ou un internationalisme. Et il y a un cas en France qui est très emblématique là-dessus, c'est Mélenchon. Mélenchon vient de l'internationalisme le plus pur, si j'ose dire, le trotskisme. Et on voit bien que dans son discours, pour garder l'électorat populaire, récupérer l'électorat qui est parti, souvent venant de la gauche, qui est parti chez Le Pen, et asseoir sa conquête du pouvoir, il est obligé de passer par des concessions nationalistes, au moins verbales, si ce n'est politiques, dont la première forme est le protectionnisme économique, dont la deuxième forme actuellement en formulation est le refus de l'immigration, pas xénophobe, le refus de l'immigration pour empêcher ces affreux capitalistes d'importer de la main-d'œuvre bon marché. Donc interdisons l'arrivée des immigrés, nous les protégerons contre l'exploitation capitaliste, nous protégerons les salariés d'ici contre la baisse des salaires et nous créerons un nationalisme économique. Donc je vois que ce critère est en train de faire bouger les lignes dans chaque pays en Europe et il me semble fondamental pour savoir si on va avoir la possibilité d'une Europe des populismes nationalistes alliés ensemble ou bien si l'Europe des populismes va échouer parce qu'ils s'autodétruiront au moment même où ils arriveront peut-être à une victoire collective. Alors, justement, peut-être que dans la dérive que vous évoquez de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon sur la question de l'immigration, on peut voir une certaine forme de nationalisme, mais quand même, il me semble qu'on peut faire un distinguo entre des populistes dont la xénophobie est la marque de fabrique, j'allais dire, c'est dans leur ADN, comme le Fidesz ou la Ligue ou le Front National, et la France insoumise, dont l'ADN n'est pas xénophobe à l'origine en tout cas, et il n'y a toujours pas de traces de xénophobie, vous l'avez dit d'ailleurs. José Maria? Oui, il faut dire qu'on a écrit le livre en 2016, et on pensait que le populisme était déjà quelque chose construit, non? Et 2 ans après, je suis d'accord avec ce que tu as dit,
on devine qu'il reste encore beaucoup à construire. Il est en train de se développer, il change complètement. Par exemple, cette division entre le populisme de gauche et le populisme de droite. On a l'exemple de Mélenchon, par exemple, ici, mais aussi en Allemagne, Die Linke, qui est un parti qui vient de l'ancienne République démocratique allemande, et était l'ancien parti communiste de l'Allemagne de l'Est, qui a pris un rôle, soi-disant, un peu nostalgique de l'ancien régime, mais qui, dans les dernières élections, devant la poussée de l'Alternative für Deutschland, a commencé à prendre une certaine arôme, une certaine saveur xénophobique. Il faut se rappeler, par exemple, que Sarah Wagenknecht, qui est la leader de ce parti, s'est fait jeter un gâteau de crème pour ses commentaires contre l'immigration. Par la gauche de son propre parti. C'est-à-dire que ce sujet, il est là tous les moments parce que la gauche traditionnelle, la gauche de la tradition communiste, voit qu'il doit regagner ces électeurs qui a perdu, qui sont partis, par exemple en France, vers le Front National. Par contre, il y a un exemple très intéressant. Ça fait 2 ans, on considérait qu'en Espagne, par exemple, Podemos était un parti populiste, et en fait, Podemos était l'exemple plus clair de populisme académique, puisque quand ils sont à Paris sur la scène politique, ils étaient des professeurs de sciences politiques de la Complutense qui se réclamaient dans la ligne de la Clau et Mouffe et les néo-péronismes latino-américains, etc., etc. 2 ans après, justement aujourd'hui, Pablo Iglesias et Pedro Sánchez ont signé un accord pour le budget 2019 en Espagne avec une scénographie tout à fait traditionnelle dans les palais de la Moncloa, en signant comme un parti de pouvoir. Ils ont déjà laissé partir tous les vieux populismes de gauche, est devenu un parti de pouvoir de gauche, simplement. C'est-à-dire qu'il y a tous ces mouvements qui nous donnent une idée qu'encore cette rivière du populisme est en train de se modifier. Par exemple, on revient sur le cas italien. On ne pouvait pas penser que maintenant, quelqu'un comme Salvini, avec 13% de voix, est de facto les chefs du gouvernement italien. Et que le mouvement 5 étoiles, qui était les gagnants des élections, a presque disparu dans le gouvernement. L'Italie est peut-être un des meilleurs exemples. On me disait en Italie, quand j'ai fait pour écrire les livres, j'étais quelques semaines en voyageant, en parlant des gens, le populisme est partout. Si on veut faire de la politique, on doit être populiste. Parce que les formes populistes sont absolument nécessaires. Il n'y a que le populisme pour faire de la politique. Parce que ça, c'est une invention italienne. C'est M. Berlusconi qui a changé la donnée quand il a pris la décision de pousser pour la télévision privée. Il a réussi à créer ces modèles de populisme de télévision, qui même, je pense que même les Américains ont suivi dans une certaine saison. Mais une autre chose très différente, c'est les contenus des partis populistes. Parce que Renzi, si on le voit à la télé, il est un populiste. On me faisait même un commentaire très intéressant, comme me disait, regardez Renzi, regardez Berlusconi, regardez Mussolini. Ce sont des visages qui sont égaux, des visages ronds, très gesticulants, avec des yeux très ouverts. C'est en fait un modèle d'expression politique, mais ils ne sont pas des fascistes tous pour ces faits-là, non? C'est-à-dire, c'était une question visuelle, c'était une question de forme.
Une autre chose, c'est le contenu du populisme, qui continue à bouger. En fait, quelqu'un m'a fait une définition assez simple. On disait que le populisme, c'est la somme des colères individuelles orchestrées par un charlatan. Et avec cette idée et avec les mondes dans lesquels on vit maintenant, surtout dans les réseaux sociaux, dans le domaine de fake news, dans le domaine d'une certaine faisons de lire ce que nous intéresse lire, croire ce qui nous intéresse croire. Le populisme a vraiment la porte ouverte pour compartimentaliser notre société. Et ça, c'est le grand problème que je pense qu'on va se trouver dans les prochaines années, même dans l'année prochaine, pour la construction européenne. La construction européenne risque vraiment de finir, de se détruire. L'Europe est dans un vrai danger parce que, bien que maintenant encore tous les partis vraiment populistes, par exemple, en commençant par Wilders aux Pays-Bas, Le Pen en France, etc., sauf Salvini qui a réussi finalement ce qu'il voulait, ne représentent que 15, 16, 17, 13, 12%. Et ils ont réussi à faire bouger tous les paysages politiques vers la droite et faire entrer dans la gestion politique de l'État, du gouvernement, des sujets qui commencent à peser très lourd dans les jours à jour politiques, comme l'immigration par exemple, avec des préconçus. Parce que je mets un exemple qui peut expliquer très bien ça. En Allemagne, le mouvement Pegida, qui est le précédent de Alternative für Deutschland, est né à Dresde. Ça fait 4 ans, même avant de l'arrivée des immigrés irakiens et syriens. C'est le 2013, je crois, qu'il est né Pegida. De grandes manifestations à Dresde, dans la Frauenkirche, contre les immigrations, contre la perte de l'identité allemande. Bon, à Dresde, il y a un 0,5% d'immigrants, ils sont surtout du pays de l'Est. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas visibles, ils n'existent pas. Mais quand on demande, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les immigrants? Ah, moi rien, mais je vis à la télé, c'est terrible. C'est-à-dire, c'est le pouvoir d'être convaincu de ce qui en est déjà convaincu. Et alors, on trouve toute une nouvelle classe politique extrêmement habile. Et on peut ici commencer par Salvini, mais suivre avec Orban, en Pologne, etc., qui a compris, comme Trump a compris, parce que finalement, tout nous porte vers les grands populismes qui dominent tout, qui est le populisme de Donald Trump, hein, qui a compris la force de cette machine à conquérir le pouvoir, simplement. Et si on réussit vraiment à comprendre ces mécanismes, l'Europe est vraiment en danger. Alors, vous disiez, Christophe Barbier, que les populistes revendiquent en fait, d'une certaine manière, le monopole moral de la représentation du peuple. Pourtant, le peuple, est-ce que ça existe? C'est-à-dire que toute la rhétorique des populismes est fondée sur un mythe qui serait l'existence d'un peuple homogène aux intérêts convergents. Alors qu'on voit bien, et vous citez dans le livre Dominique Régnier, qui est un politologue très médiatisé aussi, il explique très bien qu'il n'y a pas de peuple, il y a des électeurs différents, il y a des agrégats d'électeurs. Donc comment les populistes arrivent à faire vivre ce mythe alors que même dans les électeurs du Rassemblement National ou de la Ligue, il y a des gens très différents, avec des intérêts divergents? Mais c'est tout le devoir et le talent des politiques de transformer des individus ou des groupes d'individus en peuples, que ce soit pour des raisons ou des aventures positives ou négatives. Le Charles de Gaulle a réussi à constituer un peuple gaulliste
dont il espérait qu'il fût un jour superposé parfaitement au peuple français. Et c'est le travail des politiques de prendre justement ces individus et de dire à un moment donné que c'est mon peuple. On ne peut pas reprocher aux populistes d'essayer de faire la même chose. Les populistes, pour faire peuple avec l'agrégat des colères individuelles, doivent aller chercher des populations qui sont sensibles au moins à 3 thématiques. La première, ce sont des gens qui ont eux-mêmes ou par ricochet subi les violences des crises économiques. Que ce soit la première crise, celle du choc pétrolier des années 70, qui était en fait le début de la fin du capitalisme industriel, le début du 3e âge, de la sénescence du capitalisme industriel, ou que ce soit la crise financière de 2007-2008, qui a été la première crise du nouveau siècle, c'est-à-dire non pas une crise cyclique, mais une crise de changement de nature pour aller vers la mondialisation, où d'un seul coup, Uber, Amazon, Google s'assoient sur les règles nationales, ne payent pas leurs impôts là où ils créent leur richesse, et nous imposent une sorte de loi de la jungle mondialisée, plongeant évidemment les peuples dans le désarroi économique. Si vous avez été victime de ça, ou que vous avez l'impression qu'à cause de ces phénomènes, vos enfants vivront moins bien que vous êtes un électeur potentiel des partis populistes. Il faut néanmoins ajouter une ou deux autres caractéristiques. La première, José María en a parlé, c'est le trouble identitaire. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Où va-t-on? Est-ce qu'on ne va pas être submergé? Soit submergé par un modèle mondialisé, mélange de Coca-Cola, de cinéma américain et de puissance asiatique, ou bien submergé par l'immigration. Oh, il n'y a personne chez moi, mais je les vois à la télé, le tsunami approche. Et donc j'ai une sorte de réflexe identitaire qui m'incite à penser qu'il faut dresser des barricades, se replier. Je suis déjà à moitié convaincu par les populistes. Et le troisième thème, qui souvent est caché dans le deuxième, et qui est très sensible dans notre Europe occidentale judéo-chrétienne aujourd'hui, c'est l'islam. L'impression que l'islam est, dans ses versions les plus agressives, Daesh, ou dans ses versions les plus pacifiques, la démographie, l'immigration sympathique, l'islam est en train tout doucement de colorer par capillarité nos traditions, nos modes de vie, et va en quelques décennies arriver à ce que les plus pessimistes appellent le grand remplacement. Personne ne nous fait de mal, et un jour, hop, nous ne sommes plus chez nous. Et donc ces 3 troubles-là, le déclassement économique, la perte de repères identitaires et l'inconnu sur l'islam, l'islam ne va pas s'intégrer, mais l'islam va nous décolorer, nous acculturer. Ces 3 inquiétudes-là font le fait que vous pouvez dire, voyez, vous êtes un peuple, puisque vous avez 3 peurs communes, vous êtes donc mon peuple, à moi populiste. Et je vais vous apporter des réponses à ces 3 craintes-là. Alors il va de soi que la réponse économique et sociale pour les déclassés de la mondialisation économique est beaucoup plus visible chez Mélenchon que chez Le Pen. Encore que le FN a fait beaucoup de discours sur le thème de l'économie. Le Pen est beaucoup plus en amont, beaucoup plus virulente sur l'aspect identitaire et politique et l'islam que l'est Mélenchon. Mais on le disait, Mélenchon y vient. Donc les populismes et plus l'addition possible, l'alliance possible des populismes se fait sur ces 3 critères. Et notre péril n'est pas tant la montée de chaque populisme que l'éventuelle alliance rouge-brun. On le voit en Italie, voilà, c'est fait, sous des formes bricolées. Est-ce que ça peut avoir lieu en France? Mélenchon et Le Pen passant une alliance? Non. Les modes du scrutin nous en préservent, mais on ne sait jamais, à un moment donné, les électorats peuvent se transfuser. Et l'enjeu des années qui viennent, et ça commence par les européennes du 26 mai, c'est de savoir si à un moment, le rouge et le brun vont cesser de se neutraliser, permettant aux modérés, le milieu de l'omelette, comme dit Macron, hein, de rester dominants, même s'ils sont minoritaires par rapport à l'addition des 2 autres, ou si les 2 bouts de l'omelette vont trouver un terrain d'entente pour dévorer l'omelette du milieu. Ça, c'est l'enjeu des années qui viennent. Alors justement, sur le mouvement 5 étoiles, vous dites rouge, enfin vous dites une alliance rouge-brun, donc on suppose que le mouvement 5 étoiles est plutôt rouge. C'est en tout cas une forme d'anarchie venue un peu de l'extrême gauche. Beppe Grillo, c'est quand même pas au départ quelqu'un d'extrême droite, c'est un anarchiste, un amuseur. Mais pour le coup, chez Beppe Grillo, depuis le départ, il y avait quand même un discours anti-migrant très très présent. José María, parce que vous connaissez bien l'Italie. Les discours, d'abord il faut dire que dans le cas italien, l'Union européenne a failli.
parce qu'on ne s'est pas rendu compte de l'arrivée massive d'immigrants pendant des années. Et toutes les fois que l'Italie est allée à Bruxelles à dire aidez-nous, on a dit bon d'accord, oui, on vous payera tel. Ce n'était pas le cas. Et après est arrivée la grande crise du Balkan, de Grèce. L'Italie a perdu en importance et tout d'un coup ça a repris et le discours identitaire contre cette immigration qui est bien présente en Italie, un pays qui n'avait pas d'immigration parce que c'était un pays d'émigrés, c'était les Italiens qui sortaient, ce n'est pas un pays qui recevait des immigrants. Ce qui est une chose importante à tenir en compte parce que quand on regarde l'Europe, il faut surtout voir les différences. On a beaucoup de choses en commun, mais comme tu disais, même nos systèmes politiques, les règles du jeu sont différentes. Alors, ce qui est possible dans un endroit, ce n'est pas possible dans un autre, simplement par des raisons constitutionnelles, ce qui n'est pas une chose importante. Je dis dans le domaine moral, mais pratiquement, c'est comme ça, non? Dans le cas italien, et c'est comme le cas espagnol aussi, l'Espagne était un pays d'émigrants, tout d'un coup, a devenu un pays qui recevait des immigrants à une quantité incroyable jusqu'à la crise économique. L'Espagne a passé d'avoir 2% d'immigration à 15%. Ce sont des chiffres énormes. La chance de l'Espagne, c'est que ces immigrants étaient, une partie très importante de cette immigration était latino-américaine, d'ailleurs parlaient l'espagnol, second, ils étaient catholiques, c'est-à-dire ils avaient les mêmes règles de jeu, et troisième, quand les choses ne marchaient pas, les chômages ont monté, ils sont rentrés chez eux, et maintenant ils commencent à revenir, ils ont laissé quelqu'un de la famille garder la maison, le reste rentrer à Équateur ou à Colombie. Et c'est un phénomène très particulier, qui n'est pas le cas de l'Italie par exemple. Non? Mais un autre chose que je pense que c'est important, c'est la question de l'identité. L'identité est devenue une espèce de mot magique et moi je viens de la Catalogne et je peux vous parler de ça pendant des semaines. Mais et quelque chose qui marche très bien pour le populisme, parce que quand on parle d'identité, en réalité, on ne parle de rien. De quoi est faite l'identité? De traditions, de costumes, de blagues. On ne sait pas vraiment, parce que l'identité d'un peuple, d'une société, change constamment. On peut vraiment créer une nouvelle identité et rechercher dans l'histoire, ou réinventer l'invention de la tradition, comme dit Habermas, non? C'est un classique, non? Que c'est en partie ce qui est passé en Catalogne, mais c'est aussi ce qui est en train de se passer en Pologne, en Hongrie, etc., etc. Là, je voudrais faire un point que je pense qu'il faut réfléchir sur ça. Quand, après la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide, l'Union européenne décide d'accueillir tous les pays de l'Est. À l'époque, j'étais le correspondant en Allemagne et j'ai suivi de près cette histoire. Il y avait des voix qui disaient que ce n'était pas une bonne chose de le faire tout de suite, parce que de l'Allemagne ou de l'Autriche, on connaissait bien ce qui était de l'autre côté. Et nous, en Occident, on ne connaissait tellement bien ce qui s'est passé dans ces mondes opaques de l'Europe de l'Est, de l'Europe de l'autre côté de l'Empire soviétique. Non? Mais il faut entendre que tous ces pays, la Pologne, l'Hongrie, etc., n'ont jamais été des démocraties. Ils ne savaient pas ce qui était vivre dans une société démocratique. Quand il a envahi la Pologne était un pays autoritaire. Et l'Hongrie du maréchal, de l'almirant Horvath, était aussi un pays autoritaire, etc., etc. Et le conducateur romain. Ces pays ont passé d'une dictature fasciste à une dictature communiste, à tout d'un coup
faire partie d'un club des pays qui jouaient dans des règles, avec des règles complexes, des sociétés démocratiques compliquées, qui ne sont pas faciles à expliquer tout le temps, parce qu'on joue avec des sujets assez complexes. Et alors, a été très facile passer les premières années de fascination pour les Européens, de revenir à l'origine de ce qui sont encore ces sociétés. C'est pour ça que Orbán gagne les élections en Allemagne, c'est pour ça que les frères Kaczynski gagnent en Pologne, etc. etc. Non? Et dans ce domaine, je crois qu'on s'est trompé en faisant l'ampliation à 24, et ça, maintenant, on les paye très dur. Est-ce qu'on avait le choix? On les aurait laissés tomber, ils seraient retombés sous la coupe de la Russie poutinienne. Est-ce qu'il ne fallait pas faire l'élargissement très vite comme on l'a fait? L'erreur ayant été de ne pas lancer en même temps l'approfondissement d'une Europe à quelques pays pour durcir le noyau, voilà. Justement parce qu'on élargissait l'Europe. Voilà. À Maastricht, en 92, on parlait de l'Europe à différentes vitesses. Et ça, c'était un tabou. Ah non. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était la solution. Il faut quand même rappeler que très rapidement tout est relatif, puisque entre la chute du mur et l'entrée des nouveaux pays, il y a quand même 15 ans, que eux ont trouvé très long. Donc nous on dit ça s'est fait trop rapidement, mais eux ils ont trouvé ça très long. Et ils nous en veulent d'ailleurs, parce qu'ils ont pu intégrer l'OTAN relativement rapidement, et même quand on leur explique que intégrer l'Union européenne c'est plus compliqué que d'intégrer l'OTAN, parce que l'Union européenne il y a des règles communes dans tous les domaines, ils nous en veulent, ils ont quand même l'impression qu'on a un peu traîné les pieds. Donc je pense aussi qu'il y avait un risque à les laisser dehors, et en même temps on voit aussi que le populisme fonctionne et gagne, comme en Italie, aussi à l'ouest finalement. Donc c'est vrai que c'est des pays qui n'ont aucune tradition démocratique, mais on voit qu'il y a quand même une contagion très importante dans des pays où normalement on a une tradition démocratique assez forte, comme les Pays-Bas par exemple. Alors pour revenir sur l'islam, il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est la façon dont les populismes d'extrême droite se réapproprient les valeurs de la démocratie libérale qu'ils ont souvent combattues, pour critiquer l'islam. Je pense à la laïcité chez le Front National, alors que ce n'étaient pas les plus ardents défenseurs de la laïcité il y a 30 ans, ou aussi le parti d'extrême droite aux Pays-Bas qui fait de la défense du modèle libéral sur le plan sociétal aux Pays-Bas, et notamment le mariage homosexuel, un de ses chevaux de bataille contre l'islam. Donc on voit qu'il y a un renversement des rôles, mais est-ce que ce renversement des rôles, on le voit finalement chez tous les populismes d'extrême droite? Non, parce qu'on voit bien qu'en Hongrie ou en Pologne, ça n'est pas le cas. Non, il y a quand même des mouvements un peu contradictoires. Dans nos sociétés extrêmement démocratiques, extrêmement libérales, les partis populistes, et notamment d'extrême droite, se veulent les garants de ces libertés. Un autre exemple que la laïcité, Internet. Marine Le Pen veut interdire toute régulation d'Internet. Elle considère qu'Internet, les réseaux sociaux, c'est un mode d'expression du peuple, et que les élites qui veulent contrôler ce qui s'y dit, interdire les débordements, punir les injures, eh bien, veulent opprimer les gens qui s'y expriment. Donc elle est une espèce de turiféraire de la liberté anarchique qu'il y a sur les réseaux sociaux. Dans d'autres pays, au contraire, les populismes font leur succès en offrant un modèle autoritaire et en expliquant qu'avec eux, une fois que le peuple leur aura donné les pouvoirs, eh bien, on serrera la vis à ceux qui abusent des libertés pour créer du désordre. C'est comme ça qu'Erdogan ou Orbán arrivent à vendre des modèles de démocratie illibérale, le libéralisme étant considéré par ses dirigeants comme une sorte de maladie de la démocratie. La démocratie, c'est le choix du peuple, c'est pas chacun peut faire ce qu'il veut. Donc une fois que le peuple s'est prononcé, le pouvoir doit être autoritaire, y compris sur la liberté de la presse, y compris sur la liberté d'expression, sinon il n'y a pas de société qui tienne. Et c'est vrai qu'on voit pousser en Asie des sociétés extrêmement efficaces qui sont tout sauf libérales ou démocratiques. La Chine, il y a un parti unique, et dès qu'on émet un avis contraire, eh bien on a des ennuis. Vous savez, la vieille plaisanterie qui circulait sous les années Mao, qui est encore valable, quelle est la différence entre en France un opposant au régime et en Chine? En opposant au régime, en France, il dit « abat le gouvernement, abat le gouvernement, abat le gouvernement !» En Chine, il le dit une fois.
Et on va vers des démocraties qui disent oui, à un moment, il faut que l'ordre règne. Le peuple s'est exprimé, le chef c'est lui, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on puisse le contester. Et même en France, vous commencez à entendre des gens qui disent ah mais tout de même, c'est la pagaille, est-ce qu'il ne faudrait pas des garde-fous pour qu'on puisse affirmer cette autorité? Donc on est sur des tas de domaines dans l'idée que soit le populisme va aller vers la garantie des libertés, y compris des libertés parfois anarchiques, et d'autre côté, la garantie d'une autorité pour qu'il n'y ait pas de désordre. Et ça, c'est contradictoire. Sur la démocratie libérale, c'est peut-être aussi à nous, j'allais dire, moi en tant qu'enseignante et vous en tant que journaliste, peut-être de faire attention et de ne pas faire trop de publicité à ce nouveau concept de démocratie illibérale, parce qu'en fait, c'est illibéral, c'est pas démocratique. Et donc, il faut peut-être dire régime illibéral, parce que ça, c'est ce que Orban met en avant, mais de facto, comme vous l'avez dit dès le début, le populisme porte l'anti-pluralisme et donc l'anti-démocratie. Donc là, peut-être, il faut justement bien replacer les choses pour éviter une séduction trop forte de ce modèle qui serait une démocratie autoritaire. Non, une démocratie n'est pas autoritaire. Et il y a quelque chose qui m'a frappé à la lecture du livre, c'est le fait que vous évoquez Syriza, par exemple, comme un mouvement populiste, alors qu'il n'a pas été vraiment perçu comme tel en France, plus comme un parti d'extrême gauche contestant l'austérité, mais pas vraiment comme populiste. Alors, qu'est-ce qu'il y a de populiste chez Syriza? Oui, parce que Syriza a joué les populismes des Podemos, soi-disant. C'était un populisme qui promettait ce qu'il ne pouvait pas offrir. Et les faits, c'est qu'ils ont fait les référendums pour sortir à faveur ou en contre de l'accord pour la dette. Ils ont perdu le référendum et alors ils ont dit bon, ça va, on accepte l'accord et on devient un parti de pouvoir. Parce qu'ils jouaient dehors du système et ils ont décidé de rentrer dans le système et devenir, comme le cas de Podemos en Espagne, un parti et gérer ce qu'ils peuvent gérer. Et ça marche assez bien avec Syriza. Je ne sais pas s'ils vont gagner les prochaines élections, mais en tout cas, ils ne vont pas les perdre d'une façon très, très grande. Sur la question de la démocratie libérale, d'abord, il faut toujours penser que tout ce qui est en train de se passer maintenant a une origine qui est la grande récession, la grande crise économique qui change les paradigmes, change les données. Il y a des pays où ça se sent plus, et des pays où ça se sent moins, mais en tout cas, la sensation de que le monde futur va être pire que le passé s'est fait présente en toute Europe. Et les besoins de protection deviennent un besoin très primaire. C'est de là qu'apparaît la tentation de l'autoritarisme. Parce que l'autoritarisme est protection, dans une certaine façon. Avec l'autoritarisme, il n'y a pas de confusion. Ce que dit le chef, ça va, non? Et quand le temps va mal, c'est très facile de jouer le rôle de la démocratie illibérale, qui est un jeu de mots très intéressant, mais il faut dire que le fascisme a joué toujours avec le langage. Et on est maintenant vraiment dans un moment qu'il faut se rappeler bien des années 30 et comment le langage a devenu la grande arme des autoritarismes.